RTCI nous réunit. Autour de midi. Ensemble jusqu'à 13h30, notre invitée est Sophie Bessis. Elle sera demain mardi à 18h à l'Institut français de Tunisie pour présenter son nouveau livre Les Valeureuses, 5 Tunisiennes dans l'histoire. Et pour nous, elle est là aujourd'hui. Bonjour Sophie Bessis. Bonjour. Et nous allons avoir l'occasion de feuilleter votre ouvrage en votre compagnie, un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Elisade. Et vous avez choisi 5 Tunisiennes, 5 seulement. Oui, j'ai choisi 5 Tunisiennes pour la raison suivante. C'est que quand on essaie de faire un peu la liste des personnages féminins célèbres dans l'histoire de la Tunisie, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de source. Les sources sont très rares, très clairsemées. En général, ce sont des personnages assez mythiques. Et donc, le travail de documentation est extrêmement important et assez ingrat, assez aride comme tout travail de documentation. En fait, ce bouquin devrait être un livre qui appartient à une collection en voie de création. Et le premier livre de cette collection a été écrit par l'historienne française Michèle Perrault, grande historienne des femmes, et qui a écrit un livre paru aux éditions Elisade qui s'appelle Femmes rebelles. Femme rebelle, où elle a choisi 3 femmes du 19e siècle français. Mais, la directrice d'Elisade a eu l'idée d'en faire le point de départ d'une collection. Mais l'avantage de Michèle Perrault, c'est qu'elle a choisi 3 femmes qui ont écrit des centaines de pages et sur lesquelles des centaines de pages ont été écrites. Et quand la directrice d'Elisade m'a demandé d'écrire un livre sur les femmes, sur quelques femmes, au début, le format était de 3 et je me suis aperçu que c'était impossible parce que justement, il y avait très peu de choses. Et donc, j'ai essayé de faire un équilibre et j'en ai pris 5. Alors pourquoi j'ai choisi celle-là, je l'explique dans l'introduction de mon livre, dans la mesure où j'ai essayé, disons, de travailler en tant qu'historienne, parce que je suis historienne de formation. D'abord, je me suis aperçu d'une chose, c'est que les femmes qui ont traversé le silence de l'histoire, parce qu'il y a un silence sur les femmes, évidemment, l'histoire est faite par des hommes, pour des hommes, et on parle des hommes. Bon, eh bien, c'est des femmes qui sont devenues des mythes. Voilà. Et donc, j'ai choisi des femmes mythiques. Il n'y en a pas énormément. Effectivement, j'aurais pu en choisir quelques autres, mais j'ai pris celles-là dans la mesure où elles sont à la fois des mythes, où elles ont traversé les siècles et les millénaires, et troisième critère qui me semble peut-être pas tout à fait neutre, c'est que ces femmes-là sont revendiquées aussi par le mouvement des femmes tunisiennes comme des figures de la liberté. Alors vous commencez par Elissa Didon, fondatrice de Carthage et femme mythique s'il en est, et d'ailleurs en compagnie de Sophonie, par exemple, elle est l'une des femmes de cette période de l'histoire, et en compagnie également d'une autre qui n'a pas de nom, celle que Polybe cite comme étant la femme d'Asdrubal, et qui s'immole sur le bûcher également. Elissa Didon. Effectivement, j'ai commencé par Elissa Didon, et c'est un personnage qui est très intéressant. Pourquoi? Et parce qu'elle n'a jamais existé. Les historiens de l'époque sont à peu près tous d'accord pour dire que le mythe de Elissa Didon est un mythe qui a été à peu près créé au IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire environ 3 siècles après la fondation de Carthage. Mais le paradoxe de Elissa, qui est un paradoxe qui me semble passionnant pour l'historien ou l'historienne que je suis, c'est qu'elle n'a pas existé, mais elle existe. Puisqu'elle est dans tous les livres d'histoire, puisqu'elle est un sujet d'histoire, eh bien, Elissa existe. Et donc j'ai voulu un petit peu explorer ce paradoxe d'une fondatrice de Carthage qui, selon les historiens, n'a pas existé, dont le mythe a été créé quelques siècles après, mais qui est présente dans l'histoire de la Carthage punique et dans l'histoire de la fondation de Carthage. Et donc j'ai essayé il y a pas mal de sources sur le mythe d'Elissa Didon, évidemment les sources antiques, bien sûr, c'est celle-là que j'ai explorée, les sources littéraires, elles sont très nombreuses, et Elissa a existé de par le besoin qu'a eu la Carthage punique de se trouver un ancêtre prestigieux, et donc a créé 7 ancêtres. Et en fait, le mythe de la fondation de la Carthage punique est un mythe que l'on retrouve dans l'Antiquité de façon assez courante, que l'on retrouve d'ailleurs beaucoup chez les Grecs, qui ont été des créateurs de cités en Sicile, en Italie du Sud, etc. Mais ce qui est original, c'est que c'est ce personnage fondateur de cité est une femme, et ça c'est extrêmement rare.
Excellent. Très bien. Merci beaucoup. Voici pour Elissa Didon, donc, mais vous passez par exemple par Aziz Arafmana ou Aïcha al-Manoubiya. Et là aussi, c'est mythique, mais elles ont existé bel et Alors, bien. elles ont existé. Certains historiens se sont posé la question de l'existence de Aïcha Saïda Manoubiya, mais enfin, on est à peu près certain qu'elle a existé. C'est un personnage absolument passionnant. Et là aussi, à travers ce personnage tout à fait qui est un personnage de la sainteté soufie, hein, bien sûr, puisque l'époque, le début de la dynastie Hafside, pendant lequel elle a vécu, est un moment de l'histoire de la Tunisie très intéressant, parce que la Tunisie sort de la période d'Almohad, et la période d'Almohad est une période extrêmement rigoriste au point de vue religieux, al-Mouahidoun, hein, c'est vraiment une période très intolérante. Très intolérante, et bien que les Hafsides soient des successeurs des Almohades et aient été nommés le premier souverain Hafside par les Almohades, mais il y a une sorte de relâchement après cette période extrêmement rigoriste où renaît la tradition soufie et la tradition confrérique en Tunisie. Et Aïcha se situe dans cette tradition soufie, dans cette tradition confrérique, mais ce qui la distingue, c'est d'abord c'est la sainte patronne de Tunis. Donc Tunis a plusieurs patrons, mais c'est une des seules femmes qui est sainte patronne d'une ville aussi importante que la ville de Tunis. Et puis, c'est une figure de la transgression féminine, dans la mesure où, et on retrouve beaucoup de ce schéma, disons, dans les histoires de sainteté féminine, c'est qu'à partir du moment où une femme est en rapport avec Dieu, directement, eh bien, elle n'a plus à obéir aux codes sociaux de son époque. Et Aïcha Saïda Manoubiya est une personne qui désobéit aux codes sociaux de son époque parce qu'elle est au-dessus de ces codes sociaux. Et donc, c'est un personnage transgressif à sa manière. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé chez elle. Et d'autre part, vous poursuivez justement cette présentation de personnages, de mythes, avec quelqu'un qui a peut-être inauguré une lignée philanthropique. Il s'agit de Aziz Arafmana, qui restait dans la mémoire également. Tout à fait. Alors, elle est restée dans les mémoires, je vous corrigerai peut-être un tout petit peu. Aziza Arafmana est un personnage qui, contrairement à Saïda Manoubiya, par exemple, n'est pas un personnage transgressif. C'est une princesse mouradite, la petite fille de Rahman Bey, certainement, bien que là aussi, sur sa généalogie, il y ait des petites controverses. Et c'est une femme, effectivement, qui a fait de la philanthropie, qui a laissé tous ses biens absolument considérables. C'était quelqu'un d'extrêmement riche parce que les premiers Mouradites ont un peu pillé le pays, on va dire. Hein, et donc, et elle a laissé des biens considérables puisque ces biens fonciers qu'elle a constitués en Hbas sont à peu près de 80 000 hectares, ce qui est absolument considérable. Et elle a fait don effectivement de l'ensemble de ses biens à des œuvres philanthropiques qu'elle avait créées, mais elle n'est pas un personnage transgressif dans le sens où elle ne s'est révoltée contre rien, etc. Mais elle est restée oubliée de l'histoire. Si vous prenez les chroniques mouradites de l'époque, les livres, vous n'avez pas mention de Aziza Arafmana, mais elle a été retrouvée au XIXe siècle. Et peut-être qu'on avait besoin, les premiers réformistes tunisiens avaient besoin d'un personnage positif féminin, et donc ils ont, à leur façon, recréé Aziza Arafmana, et en ont fait effectivement le personnage féminin d'une tradition philanthropique. Tout à fait. Et puis, vous terminez cette revue par deux autres personnages qui sont plus contemporains. Il s'agit de Habiba Mcheri et Habiba Msika. Les deux Habiba, nous allons y revenir dans un instant. Avant cela, écoutons ensemble une chanson très ancienne, une chanson de Habiba Msika.
Habiba Msika, c'est une voix et c'est un mythe également. Sophie Bessis, nous sommes en compagnie de Sophie Bessis qui sera mardi à 18 h à l'Institut français de Tunisie. Elle présentera son livre Les valeureuses 5 tunisiennes dans l'histoire qui vient de paraître aux éditions Elisade. Tout à l'heure, nous avons évoqué Elissa Didon, nous avons également évoqué Aïcha Al-Manoubeya et Aziza Othman. Et dans cette seconde partie de notre entretien, nous évoquerons Habiba Msika puis Habiba Mencheri. Habiba Msika, donc, c'est quelque chose qui résonne en vous. Écoutez, la Tunisie a produit, dans la première moitié du XXe siècle, de très grandes voix. Je pense à une artiste particulièrement pour qui j'ai une grande vénération, qui est Saliha, par exemple, bien sûr, et en plus qui a une vie absolument passionnante. Hein, quand on voit la trajectoire d'une Saliha, c'est tout à fait passionnant. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Habiba Msika pour plusieurs raisons. Non pas en raison de sa voix. Habiba Msika est une chanteuse de son époque, elle a été extrêmement populaire, mais elle n'est pas considérée par les grands musicologues, ça comme une des plus grandes voix tunisiennes de l'époque, et les gens de l'époque considéraient que par exemple sa tante, Leila Sfez, qui lui a appris l'art de la chanson, était une beaucoup plus grande voix que Habiba Msika. Habiba Msika, en fait, est considérée, mais nous n'en avons aucune trace, parce qu'à l'époque, il n'existait ni magnéto, ni vidéo, etc., comme la plus grande tragédienne de son temps. Or, les années 20 en Tunisie sont des années absolument passionnantes au niveau du théâtre tunisien. Le théâtre tunisien est d'une richesse, d'une variété. Quand on pense qu'à l'époque, tout le théâtre classique européen, plus évidemment, il y avait aussi des pièces qui venaient du Liban et d'Égypte, mais tout le théâtre classique européen était traduit en arabe, était joué en arabe, et c'était un art populaire. C'était les gens, il y avait plusieurs salles de théâtre à Tunis, hein, entre autres, et Habiba Msika, entre 1920 et 1930, ces 10 années qui ont été l'essentiel de sa carrière, puisqu'elle est morte à 30 ans, dans des conditions tragiques, bien sûr, a fait partie de toutes les grandes troupes de théâtre de Tunis à l'époque, et a joué dans toutes les grandes pièces de théâtre. C'était la principale actrice tunisienne. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'itinéraire de Habiba Msika, c'est cette partie théâtrale, parce que c'est un moment très riche dans l'histoire artistique de la Tunisie. Et puis j'ai voulu prendre, c'est peut-être ça aussi qui m'a amené à choisir Msika, j'ai voulu prendre une artiste qui a été une artiste extrêmement populaire, une artiste tunisienne de confession juive, aussi pour montrer qu'à l'époque, il y avait une culture tunisienne qui transcendait les appartenances confessionnelles. Et je crois qu'il est bon de le dire aujourd'hui. Tout à fait, et jusqu'aujourd'hui, nous continuons à parler de l'enterrement de Habiba Msika comme étant un moment de communion aussi grand que celui de Monsef Bey, par exemple. Il y avait 15 000 personnes à l'enterrement de Habiba Msika, les plus grands poètes tunisiens, les plus grandes figures artistiques tunisiennes de l'époque ont prononcé des éloges funèbres, et on dit même elle est morte en février 1930, c'était en plein mois de Ramadan. En plein mois de Ramadan, et avant l'enterrement, elle a été exposée, enfin sa dépouille, au funérarium, je ne sais pas, de l'avenue de Londres à l'époque, hein. Et il a fallu que son enterrement soit retardé, tellement il y a eu de monde qui est venu lui rendre hommage et faire la queue, alors que c'était en plein mois de Ramadan, que c'était... Donc ça a été vraiment un personnage extrêmement populaire, d'autant que le théâtre tunisien à l'époque était aussi le milieu du théâtre assez nationaliste. Hein, parce que on prenait des pièces de théâtre pour essayer de faire passer le message de la libération nationale. Habiba Msika elle-même n'était pas une politique au sens... c'était pas une politique, mais elle baignait dans ce milieu, dont Mohamed Bourguiba a été vraiment un des mentors, et elle a sympathisé, disons, avec le mouvement nationaliste, et il y a une anecdote, je finirai par là pour son histoire. C'était une pièce de Victorien Sardou, Les Martyrs de la Liberté, où elle apparaît un moment sur scène, enveloppée dans le drapeau tunisien, en criant Yahya Tounes, je crois, ou quelque chose comme ça. Et elle et ses fameux Asker el-Lil ont été emmenés au poste par la police. Donc voilà, il y a un tas d'anecdotes comme ça qui sont très intéressantes. Donc c'est un moment, Habiba Msika incarne un moment qu'il m'a paru intéressant de retracer. Tout à fait, et puis vous terminez sur une autre Habiba Mencheri qui, elle, nous fait entrer dans des enjeux plus contemporains, peut-être. Bien sûr, parce que Habiba Mencheri est restée à la postérité,
du fait en janvier 1929, elle a prononcé une conférence à l'époque au Palais des Sociétés Françaises, sous l'égide de l'association L'Essor, qui était une association très liée à la SFIO, au Parti Socialiste Français à l'époque, sur la libération de la femme tunisienne et la question du voile. Donc, la conférence de Habiba Mencheri est revendiquée par les féministes tunisiennes comme une des premières féministes tunisiennes. La première, rendons-lui hommage également, c'est Manobia Ouerteni en 1924. Et la seconde, c'est Habiba Mencheri, donc, qui s'est élevée, elle était scolarisée, Habiba Mencheri avait fait même ce qui pour l'époque était tout à fait, c'était pas très courant, avait fait 3 ou 4 ans de secondaire. Donc elle avait eu son brevet. Donc elle était arrivée jusqu'à la 3e, et même avant de se marier, elle avait travaillé. Elle était greffière au tribunal de Tunis, au greffe du tribunal de Tunis. Donc c'était une femme qui pour l'époque était une femme cultivée, qui avait épousé un homme, M. Mencheri justement, qui était un homme très libéral, donc il a aidé qui ne s'est pas opposé à ses revendications. Et donc cette conférence est restée célèbre, d'abord parce qu'elle a fait un topo sur les obstacles qui pesaient sur la libération de la femme tunisienne, et elle s'est inscrite dans cette généalogie qui demandait l'abolition du port du voile. Et la raison pour laquelle aussi cette conférence est restée célèbre, c'est qu'il y avait à l'époque un jeune avocat, pas très connu, mais qui commençait à être assez connu, qui s'appelait Habib Bourguiba. Habib Bourguiba, qui 30 ans plus tard a été, entre guillemets, le libérateur de la femme tunisienne, en tout cas c'est comme ça qu'il se revendiquait, et qui à l'époque avait pris position contre Habiba Mencheri en disant ce n'est pas le moment d'enlever le voile c'est notre personnalité, c'est notre identité. Et il y avait eu par journaux interposés les partisans de l'abolition du port du voile qui écrivaient dans Tunis socialiste, et dans l'étendard tunisien, c'était Bourguiba. Donc ça a été toute une polémique à l'époque qui a été politiquement intéressante. Mais il y eut par ailleurs une véritable cabale contre Habiba Mencheri. Il y a eu une cabale, pas tellement, il y a eu un débat, il y a eu une controverse, elle a été très critiquée, mais, et peut-être il est intéressant de le noter, à partir du moment où c'était une femme, c'était pas tellement important. La vraie cabale qu'il y a eu, c'est 1 an plus tard, à propos du livre de Tahar Hadid. Et là, vraiment, Tahar Hadid a été stigmatisé. Le Cheikh Momrad a écrit un ouvrage pour aller à l'opposé de Tahar Hadid. Et vous savez qu'il a été destitué de son poste. Donc la vraie cabale, c'est en 1930. Tout à fait. Et dans votre ouvrage, vous proposez également, pour la première fois, en exclusivité, en fait, ce texte de Habiba Mencheri. Tout à fait. Il y a le texte intégral de sa conférence dans le livre que m'a très gentiment donné sa fille Leila Mencheri, et donc que j'ai publié grâce à Leila Mencheri, que je tiens à remercier ici. Et il est très intéressant à mon avis ce texte, dans la mesure où à la fois c'est un texte qui réclame l'émancipation des femmes et qui est assez daté par certains côtés. Donc c'est un document d'histoire, me semble-t-il. Tout à fait. Par ailleurs, et pour reparler d'histoire, vous étiez également à Tunis pour participer à un colloque organisé à Beit el-Hakma avec Jamia al-Maftouha et qui portait sur des enjeux historiques. Oui, effectivement, c'était très intéressant parce que nous avons axé notre journée de travail sur les lectures de l'histoire, sur la communication, moi personnellement, que j'ai faite, c'était sur le rapport entre l'histoire et la politique, comment la sphère politique instrumentalise l'histoire. Car quand on est historien, on sait que l'histoire n'existe, le fait n'existe que parce qu'il est raconté, ou sinon il n'en resterait que des traces. Et l'histoire est la discipline la plus idéologisée des sciences humaines, dans la mesure où elle a toujours servi l'instance politique qui la triture à sa façon. Et dans l'histoire tunisienne, nous en avons maints exemples. L'historiographie coloniale a servi le projet colonial, l'historiographie nationaliste a passé des choses sous silence, d'autres non. À l'époque de Bourguiba, évidemment, l'histoire du mouvement national était l'histoire d'un homme, l'épopée héroïque d'un homme, puis on est revenu dessus, pour essayer de faire une histoire évidemment moins connotée, et donc la lecture de l'histoire est une discipline en elle-même, si je puis dire, parce qu'elle révèle les préoccupations politiques de l'époque, les hégémonies d'un pouvoir, d'un homme, etc. Donc l'histoire a toujours servi le politique, et le devoir de l'historien, c'est de dire comment essayer d'être impartial et comment se défaire de la politique
pour écrire l'histoire. Tout à fait, et vous avez déjà eu un rendez-vous avec le public de la Bibliothèque diocésaine de Tunis et l'association Cartagena, et puis Tout vous à avez fait. un second rendez-vous, mardi à 18 h à l'Institut français de Tunisie. Vos impressions après ce premier rendez-vous? Écoutez, ce qui m'a beaucoup touché, la salle était pleine, et ce qui m'a fait plaisir, ça fait toujours plaisir à un auteur quand on vient l'écouter, bien sûr, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes. Et j'étais très contente qu'on me posait des questions tout à fait pertinentes et qui étaient très intéressés. Et je pense qu'il est important que les jeunes en Tunisie reprennent possession de leur histoire. Et d'ailleurs, si j'ai un souhait, dont j'espère qu'il sera mené à bien, c'est que ce petit livre, Les Valeureux, soit traduit en arabe pour que le public arabophone puisse avoir accès aussi à ce que j'essaie de faire à partir de ces 5 portraits, c'est d'écrire des histoires dans l'histoire. Voilà. Et je pense que par rapport aux livres que j'ai coutume d'écrire, qui sont des livres plus difficiles, qui sont des pavés, qui sont plus conceptuels, là j'ai voulu peut-être toucher un public plus large que le public que je touche d'habitude, et qui est une façon d'apporter ma modeste contribution à la récupération par la jeune génération tunisienne de son histoire. Merci beaucoup Sophie Bessis. Votre ouvrage s'intitule Les Valeureuses, 5 Tunisiennes dans l'histoire. Il vient de paraître aux éditions Elisade et on y retrouve les portraits de Elissa Didon, Habiba Msika, Aïcha Al-Manoubi, Habib Al-Mancheri et Aziza Othman. Vous avez rendez-vous demain à 18 h avec le public de l'Institut français de Tunisie. Excellente journée à l'écoute des programmes de RTCI. Vous aussi, et merci à vous. 12h30 sur RTCI, nous continuons en musique et nous retrouverons tout à l'heure notre prochain invité, Dora Harar, pour l'association MAN. Restez avec nous. Nous sommes deux, 8 heures vont bientôt sonner, éteins la lampe, le gardien frappe, ce soir ils reviendront nous voir. L'un va devant, et les autres suivent derrière, puis le silence, et puis voici la même chanson qui revient.